Alors moi je vais être tout à fait honnête aujourd'hui, c'est le vrai problème. Je parlais tout à l'heure de notre responsabilité RSE, c'est-à-dire que partie prenante interne je peux agir, partie prenante externe dont les artistes je ne peux pas agir. Donc moi j'ai un cadre contractuel d'achat de spectacles, d'exploitation de spectacles, etc. Celui-ci impacte d'un point de vue technique avec des demandes, des attentes, hébergement, restauration, besoins techniques. Aujourd'hui, on assiste à un peu une surenchère sur la scénographie. Alors à un moment donné, les LED ont généré moins d'impact par rapport à la lumière, c'est-à-dire qu'il y avait moins besoin de puissance pour allumer les LED, sauf que du coup on les a multipliés. Voilà, notamment, vous voyez, depuis qu'on a développé les LED et que c'est non coûteux, on a vu apparaître des écrans partout, dans les musées, partout, etc. Donc en fait, on a multiplié par 10. Donc au final, ça génère, et ça a besoin encore plus de puissance que ce qu'on avait besoin avant avec le classique électrique qui existait avec l'ampoule comme on la connaissait. Donc à un moment donné, ça serait d'arrêter cette surenchère-là et de réfléchir à comment, déjà techniquement, on fait moins peser en besoins énergétiques, puisqu'aujourd'hui, la réalité des festivals, c'est que dans notre très grande majorité, on travaille avec des groupes électrogènes. Donc ça veut dire du fuel, donc quelque chose qui n'est pas du tout vertueux. Alors aujourd'hui, il existe des biocarburants, etc., mais les groupes ne sont pas encore tout à fait adaptés, ou les groupes qui sont présents sont beaucoup plus chers. Donc là, on retrouve cette notion de financement. Donc on va aller sur une capacité de groupe électrogène, fuel, même si ça progresse, et ils sont moins consommateurs qu'il y a une époque, on a peut-être diminué par 2, par 3, mais c'est pas suffisant. Sachant que les demandes en électrique ont augmenté, forcément il faut adapter les groupes et une espèce de surenchère. Donc là il y a une réflexion à mener de la profession et des artistes communément, parce que ça génère beaucoup de financement chez nous, c'est très coûteux, donc ça veut dire que c'est aussi pendant ce temps-là de l'argent qu'on met là qu'on pourrait mettre ailleurs et qu'on ne met pas, notamment sur des dimensions sociétales, parce que le sociétal c'est aussi insertion, inclusivité, partenariat, voilà, qui sont nécessaires et qui ont besoin de financement. La question des déplacements, évidemment quand vous générez une grosse demande technique, il y a des semi-remorques, il y a des véhicules qui sont déplacés, avec l'aberration qu'on a créée dans notre système, c'est le système des exclusivités, ça veut dire que vous allez acheter un artiste, vous allez poser un cadre contractuel. Dans ce cadre-là, il y a ce qu'on appelle une exclusivité qui pose à la fois une notion de temporalité et de territorialité. C'est-à-dire que pendant 6 mois, vous n'allez pas pouvoir jouer sur le territoire, et ce territoire, je vous définis dans un rayon de 200 km. Voilà, qui vont générer une zone. Moi, je paye un certain prix, et pendant cette durée-là, sur ce territoire-là, l'artiste ne peut pas se produire sans mon accord. Donc ce qui veut dire qu'on achète et on surenchérit pour se protéger, pour élargir nos audiences sur nos festivals, sauf qu'en fait on oblige aussi les artistes à se déplacer de plus en plus loin, alors qu'ils pourraient potentiellement se dire je vais faire une date à 100 km, puis une date à 100 km dans le meilleur des mondes. Et là ça n'est pas possible parce que le jeu des exclusivités vous oblige à déplacer de loin. Donc potentiellement j'ai des équipes qui des fois sont à Aix-en-Provence le vendredi, jouent chez moi le samedi. Donc ça veut dire effectivement des déplacements de population. Sachant que certains artistes, les choses sont en train d'évoluer, eux vont privilégier équipe technique, déplacement sur des camions bus, artistes, tête d'affiche qui va se déplacer en avion. Alors, c'est toujours l'ambiguïté, et je vais dire un peu l'hypocrisie du système, c'est-à-dire qu'en théorie, quand on se réunit tous dans la même salle, on va dire ok, pacte de non-agression, accord moral, voilà, mais ça ne fiche pas les choses. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de normatif, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de législatif. Donc c'est un accord tacite et une entente. Sauf que la réalité, c'est que moi j'ai envie d'avoir tel artiste, mais lui aussi. Puis lui aussi, surtout en Bretagne, dans des régions aussi denses, et lui aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il y a forcément un qui, à un moment donné, va ouvrir la boîte de Pandore et va dire moi je te propose plus, machin, etc., mais je te protège plus, par contre du coup tu fais pas les autres. Et naturellement, les autres vont dire attendez, si l'autre a fait, moi je vais le faire, ou si c'est pas cet artiste, ça sera un autre. Donc on n'y arrive pas, en fait, aujourd'hui, à être raisonné. Et à une certaine échelle, quand vous n'avez pas des enjeux de remplissement trop importants, d'où la question encore une fois de la taille, effectivement, vous pouvez vous dire si j'ai pas l'artiste A, j'en ai en B, C, D, E, F. Mais sauf que quand vous êtes sur des jauges de plus en plus importantes, mine de rien, l'actualité, et depuis le Covid, c'est particulièrement compliqué, où vous allez avoir les 15-20 artistes qu'on retrouve partout, que vous voyez, les grands noms de l'affiche, voilà, qui eux, généralement, sont territorialisés par région, parce que c'est en centaines de milliers d'euros les cachets, puis au fur et à mesure, les familles d'artistes se déclinent. Et plus, en fait, les artistes sont importants, moins il y en a.
Donc la famille qui remplit la tête d'affiche d'un festival qui déplace plusieurs milliers de personnes, et ben on va être plusieurs à vouloir l'acheter, et en France, voire à l'international. Donc il y aura un rapport financier. Donc on rentrera dans ce jeu-là. Et mécaniquement, par contre, un petit événement qui, lui, peu importe, et d'ailleurs c'est même mieux de faire du local, bah, il y aura toujours de la proposition, parce qu'aujourd'hui on va plutôt avoir énormément d'artistes locaux émergents qui cherchent à jouer et qui sont au contraire demandeurs que l'inverse. Donc il y a une projection et un basculement, c'est-à-dire qu'à un moment la tête d'affiche, bah, c'est nous qui sommes demandeurs, et puis par contre inversement les artistes locaux en développement, c'est eux qui nous sollicitent pour jouer dans nos festivals. Et cet équilibre-là, bah, c'est aussi la taille d'un festival qui impacte dessus. Bah, du coup je suis pris comme les autres dans la machine à laver, c'est-à-dire je suis brassé, et je dois composer avec, et je dois moi aussi muscler entre guillemets mon jeu et participer à ce jeu du rapport de force et de l'exclusivité, parce que sinon je n'ai pas la primeur d'avoir tel ou tel artiste. Alors on essaie de le faire en bonne intelligence. On va par exemple croiser avec un festival normand avec qui on s'entend bien, donc la continuité c'est que de dire des fois tiens on a une logique de faire une double offre pour être sur cet artiste là qui lui permettra d'être qu'à 200 ou 300 km de chez nous, donc ça reste éligible, enfin en tout cas mieux qu'un qui est à 1000 ou 1200 km, donc on va essayer de réfléchir comme ça, mais sinon malheureusement aujourd'hui, je le subis comme tous les autres, et je le subis dans un rapport de force, c'est-à-dire que c'est le plus gros festival qui pose les choses, puis ensuite c'est celui plus gros, et comme moi j'arrive qu'à un certain niveau, bah, je subis ce que les plus hauts me font subir, avec ce jeu d'exclusivité. Et ensuite, eh ben moi-même, je fais subir ça à des plus petits parce que mécaniquement, bah, d'autres se retrouvent à la même position que moi en dessous de nous. Donc c'est très ambigu. On tarde à prendre le sujet en main, mais c'est un sujet international. Ça veut dire que c'est à l'échelle de la planète. Et depuis le Covid, notamment, les anglo-saxons, les Américains ont complètement chamboulé le rapport financier des cachets en faisant exploser les sommes. Donc ça, parce que aux États-Unis, c'est pas rare que vous soyez sur des places qui sont à 120, 150, 200 $. On atteint des sommes folles. C'est un autre monde. Donc quand ils se projettent évidemment en Europe, bah, eux, ils arrivent avec les mêmes rapports de force. Donc du coup, ils font qu'ils impactent le marché européen dans son ensemble. Et que quand vous voulez avoir l'anglo-saxon, il va falloir mettre ce cachet-là. Et donc ça veut dire que tout l'écosystème ensuite paie la note. Alors après, à l'échelle aujourd'hui de notre syndicat Ecocène, il y a un projet qui s'appelle Matrice et qui justement aujourd'hui réunit des acteurs, producteurs, festivals pour travailler à mettre en place, on va dire, une forme de cahier des charges qui limite un peu cette surenchère parce qu'au final, on scie notre propre branche. On génère des surcoûts partout qui en plus sont captés par des dimensions qui ne sont pas dans l'écosystème de la musique. Ça va être un fabricant, ça va être un loueur de matériel qui est complètement externe au monde de la musique, qui va capter cet argent-là. Donc ça veut dire que ça ne reste même pas dans notre sphère, c'est que ça sort ailleurs, qui va être réinvesti ailleurs. Alors que sinon, bah, le but d'un écosystème, c'est aussi que quand j'alimente localement par un financement, bah, indirectement, ça me reviendra. Parce que l'écosystème se nourrit de lui-même. Là, on crée en plus des sorties qui peuvent être violentes. Et depuis le Covid, beaucoup de choses ont quand même changé dans les prestataires, dans les fonctionnements. Alors on redescend petit à petit, mais on ne revient pas à ce qu'on était avant cette période-là. Aujourd'hui, moi j'ai le sentiment qu'il y a les postures, les discours, les vitrines et la réalité. Et que, effectivement, à une certaine échelle, j'en parlais, quand vous êtes un plus petit festival ou un plus petit artiste, ça va être mécaniquement plus simple. Plus vous allez engendrer de coûts, d'équipes avec vous, de location technique, de moyens financiers, de partenaires, prestataires, plus il va falloir qu'autour, la filière se nourrisse et qu'économiquement, il y a un modèle. Donc dès que vous déplacez ces sommes-là, mécaniquement, vous générez un volume qui va impacter. Et qu'aujourd'hui, un artiste qui a l'échelle, il va avoir un discours, mais potentiellement, la capacité pour interagir, elle n'est pas là. Parce que s'il veut jouer sur la grande scène de tel grand festival, forcément, il doit adapter son spectacle. Ça veut dire grosse scénographie, grosse lumière, gros son, grosse équipe, danseurs, etc. Parce que si vous arrivez tout seul avec votre guitare sur la scène, qui est immense, en disant, bah là, j'ai préféré ne pas mettre de lumière parce que je vais être vertueux, bah, ça ressemble plus dans ce cas-là à un one-man show, un stand-up, mais ça peut fonctionner dans un effet justement un peu
de dénonciation qui du coup s'apparenterait presque plus à un rapport humoristique, mais l'humour qui se veut dénonciateur qu'un propos artistique musical. La prise de conscience, je dirais même plus, elle appartient au public. C'est-à-dire que demain, dans la sanction, on fait bouger un industriel quand à un moment donné, on va boycotter son produit, quand à un moment donné, nos habitudes de consommation vont évoluer, qu'on va dire, tiens, on va être plus attentif sur telle problématique-là, de ci ou de ça. Il n'y a rien qui remplace le rétex, le retour d'expérience. Ça veut dire que chaque année, dans ce qu'on a mis en place, on a forcément un usage et après on en fait une analyse. Et du coup, on identifie points forts, points faibles, axes d'amélioration. Donc en maintenant 13 éditions, je crois que ça sera la 13e puisque le Covid a interrompu notre cycle pendant 2 éditions. Chaque année, on a progressé et on accompagne et on développe nos outils. Mais la réalité, c'est que ça ne va pas assez vite. Parce on se heurte aux questions de financement, justement. Étant indépendant et très peu subventionné, en fait, la seule modélisation économique qu'on a, c'est celle qu'on génère. Et celle qu'on génère, on a le levier de billetterie, je l'ai dit, les buffets de restauration, et le partenariat privé, qui heureusement aujourd'hui se développe parce qu'à l'échelle et avec l'aura du festival, on commence à convaincre de gros partenaires qui arrivent avec des enveloppes financières qui sont du coup réaffectées à la fois pour ne pas trop augmenter le prix des places par rapport au coût que représente un festival, mais aussi pour développer cet accompagnement. Donc aujourd'hui, j'ai mis en place une direction technique et une régie générale éco-responsable très engagée sur la partie RSE depuis l'année dernière, notamment sur des questions de bien-être au travail, d'équipe, de rapport, puisqu'on parle, je l'avais évoqué, ce rapport environnemental purement, on va dire, le déchet, ce que ça génère, mais dans le développement durable, il y a aussi beaucoup autour de l'humain, de la communauté, de la qualité de travail, des conditions de travail, de cette question aussi de la transparence, des pratiques, voilà, toutes ces choses-là qui sont aussi nécessaires à poser. Alors, je vais prendre un exemple concret, voilà, alors on va dire la gourde. Alors, objet vertueux. Alors nous, quand on était petits, c'est-à-dire moi, du haut de mes 50 ans, on avait des gourdes dans les années 80. Puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, c'est devenu un peu ringard, comme la cagoule. Là, c'est le genre d'objet qui revient. Voilà. Donc à un moment donné, on avait tous jeté nos gourdes. Et puis en fait, il y a quelques années, plutôt que d'avoir des bouteilles d'eau, plastique, recyclage, et puis en plus on voit ce que c'est, on est revenu à des gourdes. Alors il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, du coup, les gens qui sont sensibilisés ont tous une gourde. Donc à chaque fois qu'on reproduit des gourdes, on ne fait que générer des déchets. Donc la problématique, c'est est-ce qu'on doit continuer à fabriquer des gourdes, sachant que les utilisateurs de gourdes sont quasiment tous équipés. On a mis en place quand même cette réflexion-là, alors notamment pour nos équipes techniques, accueil artistique, où aujourd'hui on essaie de supprimer au maximum la bouteille d'eau et on remplit l'eau. On a un partenariat avec Eau du Ponant, on a des barres à eau, donc on les remplit, et au lieu de leur donner plein de petites bouteilles en plastique, ils réutilisent leur propre gourde. Donc là, on limite déjà un peu le plastique. Drastic on plastique, donc il y a tout un tas de mesures qui sont mises en place pour nous accompagner sur l'utilisation de plastique dans les festivals. Donc cette gourde-là, on l'a fait fabriquer l'année dernière et elle marche mieux. Elle marche mieux parce qu'elle a un ressenti métal, elle est légère, elle est pratique, elle n'est pas trop grosse, donc pas trop lourde, donc quand on fait un peu de sport, machin, voilà, utile. Donc ça, c'est fabriqué en Chine. Elle est très jolie, c'est fabriqué en Chine. On avait, avant celle-ci, été chercher une gourde qui malheureusement était faite en Suède, ça restait en Europe, en Suède, et qui était fabriquée à base de déchets de sucre de canne. Donc ça générait du réemploi, donc de l'économie circulaire. On réutilise une matière, on la recycle, on la upcycle, puisque en fait d'un déchet de sucre de canne, on en fait upcycling, on en fait des gourdes, donc qui étaient plutôt vertueux. Donc voilà, avec un process en plus de fabrication décarbonée, ENR, etc. en Suède, donc assez vertueux. Sauf que la gourde, elle coûtait plus cher. Et que la matière donnait un sentiment de gourde en plastique. Et que du coup les gens, par rapport au plastique, puisqu'il y a aussi une forme de rejet aujourd'hui du plastique, alors il faut se rappeler quand même que le plastique nous a permis l'hygiène, c'est la conservation, etc. Donc aujourd'hui le plastique paye la note, mais c'est surtout qu'on en fait un usage qui est beaucoup trop important, parce que sinon la matière plastique en elle-même, c'est plutôt quelque chose d'intéressant, et elle a permis à l'échelle humaine de se développer, parce que la conservation notamment, elle a aidé ça, les tupperwares, etc., etc. Donc voilà, le questionnement aujourd'hui, c'est que cette gourde marche beaucoup mieux, parce qu'il y a un ressenti métal, voilà, donc du coup on a cette notion un peu d'éco-responsabilité en disant c'est du métal, donc c'est plus facilement recyclable, ce qui est le cas du métal, c'est vrai, sauf que la réalité c'est que c'est fait en Chine.
et l'autre est fait en Suède, beaucoup plus vertueux, mais ressenti plastique. Et ben voilà, c'est avec ça qu'on doit composer. C'est extrêmement compliqué, chacun a sa propre solution-situation, vous arbitrez. Donc par exemple, j'ai pris cet exemple-là, aujourd'hui on a fait ce choix-là, aussi parce que tout simplement, ça nous permet de rendre un produit qui peut vendre plutôt à 12 € qu'avant, qui était plutôt à 18-20 €, qui du coup ne marche pas du tout, donc il n'a aucun intérêt. Donc la question suivante, c'est est-ce que je ne devrais pas tout simplement arrêter de fabriquer des gourdes? Et à la fois, ce produit-là va peut-être être la première gourde d'un enfant qui effectivement va essayer de s'équiper. Là où nous, adultes, aujourd'hui, quand on est sensibilisé, on a tous un peu nos gourdes maintenant dans le monde idéal des bobos. Donc c'est cette question-là. J'ai un autre fonctionnement, c'est les t-shirts. On avait pour nos bénévoles aujourd'hui un certain nombre de t-shirts pour équiper les brigades, donc fait avec un partenaire. Et celui-ci, forcément, à l'échelle de 700, 800 t-shirts, je les faisais faire en Chine. Donc là, du coup, on est à 3-4 € avec le bilan environnemental que ça représente. On a réfléchi avec Armor Luxe à faire un partenariat depuis l'année dernière. Dans les réflexions avec Armor Luxe, un t-shirt Armor Luxe, vous allez le payer 3-4 € pour vos bénévoles. Si vous le faites chez Armor Luxe, là, vous allez dépasser très largement les 10 €. Donc ça veut dire que forcément, là encore, 3-4 €, allez, on va dire 12 €, le montant, il est conséquent. Vous les trouvez où, les 8 €? Donc la réflexion, c'est que c'est valorisé dans le partenariat chez Armor Luxe, donc ça nécessite une modélisation économique, un partenariat de négociation. Et en fait, moi, je fais un effort pour du coup intégrer Armor Luxe dans ce process. Armor Luxe qui fait du coup ces t-shirts de façon beaucoup plus vertueuse, transparente, ciblée. L'argument que m'a dit, c'est qu'à un moment donné, le responsable d'Armor Luxe, c'est est-ce que tu continues à faire des t-shirts faits par des gamins et tu as ton discours à la tribune de dire nous on est co-responsable, sauf que tu fais faire tes t-shirts à un endroit où on sait bien que c'est fait de façon particulièrement dégueulasse, ou tu bascules justement là où un endroit où déjà tu as la garantie que c'est pas fait par des enfants, ce qui est quand même en termes de développement durable une base, un des piliers, effectivement ce rapport aujourd'hui malheureusement déséquilibrant du monde et de la lutte contre la pauvreté, contre ces violences, ce monde-là. Et ensuite, du coup, en termes d'éthique, qu'est-ce que vous faites? Ça a un coût. Et on l'a assumé. Et en dirigeant, j'ai dit, on va effectivement signer avec Armor Luxe. Donc on aura déjà une approche beaucoup plus vertueuse. Et aussi, il faut savoir que tout ce qui est fast fashion, etc., le textile est un endroit extrêmement polluant. Déjà dans le gisement de déchets, parce que là, vous avez aujourd'hui les Chines, les Temu, tous ces trucs-là. Moi, je ne m'y connais pas très bien, mais ça génère 3, 4, 5 collections par an. Le t-shirt neuf, il vaut moins cher qu'un t-shirt réemployé, réutilisé. C'est absolument fou, avec tout ce que ça représente. Et il faut savoir aussi toute l'utilisation de produits chimiques et d'eau qui est nécessaire pour fabriquer des t-shirts, où là, c'est carrément un désastre. C'est ces questionnements-là. Et est-ce qu'à mon échelle de patron de festival, je dois porter cette responsabilité-là d'un monde qui est devenu complètement fou dans sa globalité? Je me sens pas a priori responsable, sauf qu'aujourd'hui, j'ai quand même une obligation à dire, si je continue à acheter ces t-shirts-là, effectivement, je nourris moi-même ce fonctionnement. Donc comment j'y contribue? C'est un de nos choix, ce qui ne veut pas dire qu'on est vertueux surtout, parce qu'on continue à faire cette gourde qui est faite en Chine. Donc ça veut dire, au-delà du bilan carbone aujourd'hui, ce qui est intéressant de faire, c'est des analyses du cycle de vie, ACV, qui vous permettent d'avoir l'ensemble du coût environnemental et pas uniquement la carbonation, puisque la fabrication d'un objet, c'est l'utilisation d'eau. L'eau, c'est l'ionisation, c'est plein de choses qui génèrent aussi des impacts sur l'océan aujourd'hui, sur le littoral. Donc c'est tout ça. Et l'analyse de vie, c'est une analyse avec des critères multicomplexes qui vous permettent d'avoir tous les impacts qui sont générés par un objet et pas uniquement sa carbonation. Parce que forcément, celui-ci, il a dû arriver en bateau. Alors le bateau, aujourd'hui, on sait que c'est le transport qui coûte le moins cher. Pour certains, c'est de l'avion, etc. Le bateau, c'est potentiellement le moins polluant parce que c'est pas thermique ou c'est pas avion, mais le bateau aujourd'hui c'est des fioul lourds, donc ça veut dire des particules fines extrêmement importantes, donc c'est une pollution extrêmement importante et une vraie problématique aujourd'hui.
sachant que vous avez des bateaux vertueux, notamment on a aujourd'hui du transport décarboné qui est en train de se développer en Bretagne, donc on va avoir ce type de réflexion aussi demain, comment nos gourdes sont transportées, donc quelle va être la démarche pour accompagner. Alors effectivement il y aura un coût environnemental sur la fabrication de l'objet, comment ensuite on peut interagir sur le transport. Aujourd'hui, on se heurte un peu au temps politique. Ouais. C'est-à-dire que les décisions sur ces fonctionnements-là d'intérêt général, de financement public, sont générées aussi par les élus. Et les élus eux-mêmes sont dans des croisements entre les élections de ci, de ça, de machin, permanentes, voilà, de soutien. En plus, à l'époque, on avait une approche, même si nous on est encore dans une approche de politique locale, on avait un rapport à l'élu local qui était vraiment dans son rapport sans étiquette, etc. Aujourd'hui, la politisation des partis et le débat national va jusqu'au village. Donc ça veut dire qu'on a ces enjeux-là aujourd'hui croisés, européennes, communales, cantonales, voilà toutes ces questions-là. Et que le temps politique forcément a un impact sur ces décisions-là et cet accompagnement-là. Aujourd'hui, la prise en considération de l'événement, forcément c'est le plus gros événement à la fois de l'échelle de la commune, mais de la communauté de communes. Donc aujourd'hui, on a évidemment une attention particulière et un travail qu'on a mené, amélioré sur la gestion de nos déchets. Mais pour autant, c'est largement pas suffisant. Déjà parce qu'à l'échelle du territoire, ils n'en ont pas forcément les moyens, ou on ne leur donne pas les moyens, ou ils ne mettent pas aussi assez de moyens. Donc ça ne nous permet pas d'avancer comme on souhaiterait avancer. Donc c'est un peu une politique de petits pas. Maintenant, ce qui est en train d'évoluer, c'est les mentalités. Ça veut dire que quand on a créé le festival il y a 15 ans, le discours et l'attente ambiante n'étaient pas aujourd'hui celle où une pression s'exerce de plus en plus dans ce qu'on génère. Et la vision dogmatique de l'écologie, où en fait on en fait un fait politique et parfois malheureusement un fait de conflit entre les générations, même aussi, entre les orientations politiques, entre les attentes sociétales. Et nous on est un petit peu pris au milieu de tout ça, entre plusieurs feux, parce qu'à la fois on génère des impacts, donc on va nous les reprocher, déplacer des personnes, voilà, être sur un espace dunaire et avoir un piétinement, ce qu'on ne nuit pas, hein, évidemment qu'il est assumé, et à la fois c'est un site, c'est une ancienne carrière, ça veut dire que quand Brest a été reconstruit dans les années 50, ils ont creusé. Donc aujourd'hui il y a une espèce d'amphithéâtre naturel qui a été fait, mais qui est artificiel, parce que ça a été creusé pour récupérer du sable, pour qu'il serve à construire l'habitat sur Brest. C'est ce qui a généré cet endroit. C'est un endroit avec sableux où en fait les espèces restent, et en fait les graines, vous pouvez les piétiner, vous remettez de l'eau dessus, ça repart tout de suite. Alors forcément, il y a un impact quand vous sortez du site, vous voyez bien, on a marché là, il y a malheureusement, on va retrouver des cigarettes, même si on met en place des cendriers de poche, il y a toujours quelques inconscients, même là, qui les renvoient. On va avoir des microplastiques, parce qu'il y aura des déchets piétinés, etc. Donc nous, on met en face plusieurs, avec notamment Surfrider, avec tout un tas de structures, on met en place des collectes de picking. Donc on va aller chercher les microdéchets, parce que c'est la principale problématique, hein, c'est le microdéchet. Celui qui va être ingéré par la biodiversité, par les insectes, par les poissons, hein, puisqu'en étant proche du littoral, la probabilité qu'un déchet finisse dans la mer est extrêmement élevée, hein, sur ces périmètres-là. Donc il faut être particulièrement vigilant. Donc nous, on essaie de mettre en place des choses, on ne peut pas nier tout ça, mais par contre, on est très peu accompagné, parce que justement, ce temps politique-là, malheureusement, n'avance pas assez vite. Donc les moyens pour nous accompagner, parce que tout ça se finance, et ça coûte très très cher, c'est du temps aussi, de temps de travail, donc ça veut dire professionnaliser, parce qu'on a une dimension bénévole, mais à un moment donné, aujourd'hui en plus, depuis le Covid, c'est un petit peu plus compliqué, hein, pour globalement le bénévolat, et puis aussi, le bénévole, il est plus motivé à être présent pendant la période d'exploitation, hein, quand la lumière est allumée et que tout le monde fait la fête. Mais quand après, c'est le temps de déployer, de démonter et de nettoyer, là, on a un peu moins d'énergie souvent, naturellement, mais c'est valable pour les bénévoles comme pour les professionnels. Et à partir de là, c'est évidemment plus complexe pour nous d'accompagner tout ça. Mais par contre, on va avoir aujourd'hui une attente sociétale de gens qui vont nous dire « Ouais, mais vous générez ci, vous générez ça », ce qu'il n'y avait pas il y a 15 ans. Il y a 15 ans, c'était on génère un événement dans le territoire, ça fait vivre le territoire, ça fait vivre la commune, c'est super. Aujourd'hui, ces questions-là arrivent,
parfois de façon un peu agressive, hein, avec une attente, et c'est parfois pour nous extrêmement compliqué d'y répondre sans être tout de suite dans un rapport d'affrontement. Parce que nous, la sensibilité du festival, moi je le répète souvent quand je croise les personnes un petit peu vindicatives, c'est que moi je suis un enfant de la commune. Donc en fait, bien avant eux, moi j'étais enfant sur ces dunes. Donc s'il y a bien quelqu'un comme mes amis d'enfance, qui d'ailleurs sont autour dans l'association, etc., s'il y a bien des gens qui respectent cet espace et qui savent ce qu'il en est et qui aujourd'hui espèrent que ça soit la même chose pour leurs enfants, parce qu'il ne faut pas oublier que le développement durable, c'est de penser aux générations qui étaient avant, qu'elles aient une projection après. Et qu'aujourd'hui, nous, pour la plupart, on est parents, et notre projection, c'est que nos enfants puissent bénéficier de la même manière de ces dunes, comme nous, on en a bénéficié. Donc c'est ces difficultés-là qui font que le temps, du coup, est long. Voilà. Et qu'il faut accorder ce temps-là, parce que la prise de conscience, parce qu'à un moment donné, les lignes budgétaires, elles vont exister, mais à un moment, à coup de forceps, à coup de pression, mais au bout de 2 à 3 ans, qu'aujourd'hui, en plus, on a une problématique de financement public aujourd'hui en France, hein, clairement, qui est aussi réarbitre et reflèche aussi toutes ces questions-là, et malheureusement, les financements autour de l'écologie et de l'environnement, c'est pas forcément aujourd'hui ce qui semble prioritaire pour beaucoup de nos dispositifs. Un festival, on va presque dire, on reproduit un village, oui, avec une surdensité. On est une forme de micro-société. Donc on se retrouve avec exactement les mêmes mots que la société, c'est-à-dire que vous aurez toujours les gens convaincus, initiés, sensibilisés, qui eux-mêmes auront envie de partager ce message, et puis tous ceux qui s'en foutent. Vous allez sur un camping de festival aujourd'hui, même si on avance beaucoup, et nous on est plutôt très bien lotis, c'est qu'on a un super public qui aujourd'hui de lui-même déjà s'autogère pour ne pas laisser des déchets. Mais vous avez des images de festivals en Angleterre ou en Belgique où vous repartez, c'est des détritus, mais des champs de détritus. Les gens arrivent avec des tentes, avec du matériel, ils repartent, ils laissent tout sur place. Et c'est pas une tente qui ressort, c'est du déchet. Alors aujourd'hui, on met en place des associations qui vont justement venir récupérer les tentes dans l'humanitaire et potentiellement s'en servir pour qu'elles soient réemployées. Mais avant, c'était uniquement du déchet. Et les gens avaient acheté la tente à Decathlon 50 €, c'est pas grave, ils le laissaient, ça faisait partie des coûts du week-end. Et puis on repartait, on laissait tout sur place. Et nous, on héritait de tonnes de déchets à récupérer. Puis après, ça veut dire que ces matières-là, ça va dans le tout venant. Donc la sensibilité, c'est que sur le même espace, vous allez avoir une équipe vous viendrez sur leur site, nickel, pas un truc par terre, quelqu'un qui s'autoréférence, le sac est mis, machin, les déchets là, le tout venant là, bidule, puis à côté, juste à côté, vous aurez ceux qui s'en fichent complètement et qui eux foutent des détritus partout, des bouteilles en verre, machin, tout ce qui est interdit, et qui s'en foutent complètement à l'échelle de la société. Donc maintenant, après, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de cohabiter. Donc c'est comment on crée une médiation pour qu'on puisse dire à celui qui est là, avec son champ d'horreur, regarde les copains d'à côté. Et peut-être que la projection, tu peux à un moment la faire, c'est-à-dire que maintiens un espace propre, du coup tu seras d'autant plus respecté, et c'est ce qu'on essaie de faire aux équipes, c'est souvent, on donne le ton, quand dès le début, on intervient sur des groupes qui semblent être un peu moins sensibilisés, très vite on va intervenir en disant il y a 2 solutions. C'est soit on confisque tout, donc tout ce qui est bouteilles, alcool, tout ça on prend poubelle, on a des arrêtés, aujourd'hui je fais des arrêtés avec la police, donc ça veut dire que vous n'avez plus rien. Mais regardez l'état de votre champ, ou alors les gars, vous buvez le coup tranquille, il y a du verre, ok, mais c'est dans la tente le verre, une fois que vous avez fini, vous triez, vous mettez bien, et après vous les mettez dans nos colonnes. Et à partir de là, il n'y a rien qui traîne au sol, il n'y a pas le comportement qui va avec un comportement digressif et peu respectueux des autres, ça fonctionne. Okay. Mais c'est de la médiation, voilà. C'est de la sensibilisation. Et c'est du petit pas, parce que ça veut dire que vous n'avez pas le temps de faire les 3000 personnes, vous allez fonctionner par groupe, mais vous savez, généralement, il faut passer assez tôt. Parce que si ce message passe là, moi j'arrive dans un endroit propre, j'ai plutôt tendance à repartir en le voulant le laisser propre. Oui. J'arrive dans un endroit qui est déjà sale, je vais me rendre encore plus sale. Mais on retrouve les mêmes projections en fait, qu'on a dans la société. Et puis après, on met en place des petits artifices. On a un village camping où il y a des associations qui viennent avec des ateliers de sensibilisation, de tri, etc. On réfléchit à mettre en place des challenges. Alors, ça nécessite de l'ingénierie, encore une fois des coûts. De la méthodologie, parce qu'avec les équipes, c'est pas toute l'année, on est 6 à l'année. Donc on a une capacité de réflexion, d'innovation. Moi, de l'ingénierie, j'en ai dans ma tête des centaines. Mais après, c'est la mise en œuvre et le financement. Parce que dès que vous mettez en place un fonctionnement, ça nécessite signalétique, accompagnement, formation.
Formation nécessaire, parce que quand vous abordez un sujet, il faut se former sur le sujet. Donc c'est du temps, donc ça veut dire de l'argent qui vous coûte. Donc comment vous financez ça ? Donc on a des associations parties prenantes externes qui elles-mêmes viennent, Surfrider, Émergence, qui vont être sur ces thématiques de sensibilisation. Et on va essayer d'amener notre public à s'y intéresser en disant on vient faire la fête, on va profiter bien, puis entre les lignes, entre deux, pourquoi pas dans la journée, plutôt que de commencer à l'apéro un peu trop tôt, on va aller faire une petite animation, une petite activité de façon à aussi se sensibiliser là. Et nous, on essaie de dire au pouvoir public, venez, mettez des moyens pour nous accompagner, parce que là, vous pouvez capter des publics qui vont en plus être dans un rapport assez réceptif. Parce qu'on est détendu, on est en festival, on est là à être cool. Donc sans être, moralisateur, parce qu'il faut faire attention à ça, on peut faire passer des messages. Et c'est nécessaire. Mais c'est là encore, il faut être réaliste, c'est à petits pas, quoi. Le covoiturage, un exemple, c'est 4%, la moyenne, en France. C'est incompréhensible. Dans une zone comme l'Empole-Ploerzel, c'est incompréhensible que le covoiturage ne soit pas plus fort. Mais on n'y arrive pas. Par contre, on a mis en place l'année dernière avec Don Bosco, qui est une structure d'insertion sociale notamment, des navettes où en fait on crée des parkings géants à 15-20 km de l'Empole, et après on met en place des navettes de 9 places avec des chauffeurs en insertion. Donc là, ça nous permet de limiter justement ceux qui viendraient en véhicule individuel tout seuls. En fait, ils montent par minibus de 9 places. Donc c'est-à-dire qu'on limite sur les derniers kilomètres le déplacement de certains véhicules. Mais ça, c'est une initiative personnelle avec notre financement à nous, avec une association engagée sur ce créneau-là qui a trouvé l'idée intéressante et innovante. Mais aujourd'hui, on est limité, c'est qu'on est à 93% de remplissage, donc ça fonctionne très bien. On déplace à peu près 600 personnes. Nous, on aimerait doubler le dispositif, parce que demain, on pourrait encore aller chercher, donc 600 personnes, c'est en moyenne 150 véhicules. Demain, on pourrait en limiter peut-être 300, donc ça serait notre volonté, puis aller chercher petit à petit et rogner sur les parkings, sauf qu'en fait, ils n'ont plus de minibus, on n'a pas de minibus, et quand on essaie d'en louer, c'est beaucoup trop cher. Ouais. Ou alors ça voudrait dire, parce que là on est sur un fonctionnement de 2 € le transport, donc ça reste du coup plutôt léger, il faudrait qu'on soit à 6-8 €, donc ça veut dire que vous rajoutez encore une enveloppe qui est à un moment donné pour le festivalier pas compatible, et qui lui va calculer, on a mis 10 € d'essence, on est 4, pour moi ça fait 2,50 € chacun. Ce rapport au portefeuille, il est omniprésent en fait, hein. C'est un peu systématiquement là. Donc comment nous on trouve ces financements-là pour accompagner les démarches. Et on est à la même vitesse que la prise de conscience de la société en fait, qui est lente et qui parfois justement génère même un peu trop d'avance chez certains. Donc j'en parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est quand vous découvrez l'ampleur des dégâts et les projections climatiques qui peuvent être désastreuses. Il y a certains scénarios qui existent aujourd'hui, vaut mieux ne pas les communiquer, parce que si vous les affrontez, franchement, ils font très peur. Moi, quand j'étais étudiant sur le Master 2, une fois sur deux sur un intervenant, je lançais comme une corde et je disais, en fait, si vous me peignez qu'un tableau hyper noir, là, je peux juste rien projeter, et soit je me fous en l'air, soit j'achète un Hummer et je fais n'importe quoi, je profite de mes derniers instants. Donc attention à comment on aborde ça. Donc il y a l'éco-anxiété, et souvent après c'est la collapsologie. C'est-à-dire qu'après, vous intégrez cette dimension-là. Collapsologue, c'est vous préparer à une forme d'effondrement qui clairement est en route, qu'on le veuille ou pas. Un effondrement qui n'est pas la maison qui va tomber, hein. C'est pas ça du tout, hein. C'est un modèle économique qui s'effondre. C'est aujourd'hui, notamment, on voit aux États-Unis, ce qui est en train de se passer avec Trump, c'est une forme d'effondrement. Mais un effondrement d'un modèle libéral qui a atteint ses limites, donc ils en sont aux extrémités d'avoir ce type de comportement pour préserver ce qu'ils ont créé comme modèle économique à l'échelle de la planète. Donc pour préserver ce qu'on gagnait, puis pendant ce temps-là, tous ceux qui ont pris très cher sur le reste de la planète, parce que le t-shirt à 4 €, et l'enfant, lui, c'est pas 4 € qu'il touche, hein. C'est même moins quand il est payé. Tout ça est interdépendant. Et après, quand vous êtes collapsologue, il y a ceux après qui décident de s'engager et résister. Et qui du coup ont une volonté active de dire voilà, il faut être acteur de ce qui est en train de se passer. Pas un seul message, beaucoup de messages. Je crois déjà, avant tout, il faut essayer de reprendre un peu plus d'humilité partout.
d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire à la fois, je pense que le côté moralisateur dans la partie environnementale engagée, il faut faire attention à ça et être prudent, parce qu'aujourd'hui il y a aussi plein de gens qui subissent et qui, malgré eux, aussi ont été emportés dans une consommation, dans la malbouffe. Quand on mange mal, c'est pas qu'une question de je veux polluer ou pas polluer, hein, c'est aussi une question malheureusement de culture, d'héritage culturel, d'éducation. Bien manger, c'est être éduqué, hein. On mange bien quand on a été éduqué à bien manger. Sinon, comme tous, quand on est jeune, on est plutôt sagouin et on a plutôt envie d'aller au plus simple, hein, au plus micro-ondé. Et voilà. Et donc tout ça, évidemment, c'est un peu trop facile de faire porter une responsabilité sur une certaine génération. J'ai pris cet exemple-là, je pourrais en prendre plein d'autres. À une époque, faire ses courses en supermarché était une progression sociale et ça avait plutôt une valeur positive dans la société. Aujourd'hui, on est en train de viser certaines parties de la société et il faut faire attention à ça, parce que l'ensemble est qu'on vit parce qu'il y a des grands, on vit aussi parce qu'il y a des très petits. Et tout ça, il faudrait que ça apprenne à vivre ensemble, du très petit au très grand, sans que le très grand tape sur le très petit tape sur le très grand. Et ça, c'est ce que je regrette malheureusement la plupart du temps, c'est ce problème d'échelle qui du coup fait qu'on n'arrive pas à aller, alors qu'il y a quelque chose de concordant, parce que déjà, on parlait, c'est qu'il y a la politique des petits pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des petites solutions qui pourraient apporter une grande solution. Et puis ensuite, il y a une remise en question, évidemment, des gros, des grands. Je l'ai dit, il y a une forme de prise d'otage. À un moment donné, plus vous grossissez dans votre festival, et plus vous allez être pris en otage, et les impacts, vous ne pourrez pas les maîtriser. Donc c'est aussi une réflexion à tout ça, à accompagner ça, à faire converger ça, pour qu'on puisse trouver des solutions. Dans le pragmatisme, les recettes de nos grands-mères, je pense déjà qu'il y a beaucoup de choses. Il faudrait reprendre des postures qui existaient, hein, d'économie, de sobriété, hein, dans nos vies, hein, et ne pas se dire que tout est acquis. Et après, je pense qu'il faut rester humble, mais déterminé, optimiste, et que c'est nécessaire, parce que je vois aujourd'hui des gens qui se posent la question de faire des enfants. Moi, j'ai fait des enfants et je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire que si vous laissez la planète à seulement une bande de cons, ça va être effectivement plus compliqué, et qu'aujourd'hui, il faut faire des enfants, il faut accompagner des générations, non seulement en les protégeant, c'est aussi notre rôle quand on est adulte et parent, c'est de protéger un peu ses enfants, donc les protéger du monde, mais c'est aussi les nourrir et leur donner confiance et ambition, parce qu'il faut préserver ça. Et l'exigence de ces générations-là, sans leur faire porter cette responsabilité sociétale, permettra à un moment donné à certaines générations qui n'avaient pas ces questionnements-là de peut-être se projeter plus facilement dans des changements. Parce qu'il va falloir de toute façon s'adapter. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, la société, le monde, les aléas climatiques vont nécessiter une adaptation. Et plus elle sera réfléchie, concertée et partagée, et plus elle sera douce. Sinon, elle risque d'être violente. Et malheureusement, dans tout ça, c'est souvent les personnes les plus exposées, les pauvres, voilà, notamment dans certaines parties du monde. Mais demain, les migrants climatiques, on les aura, qu'on le veuille ou pas, puisque certaines parties du monde vont devenir inhabitables. Donc tout ça fait qu'il faut garder évidemment cette projection d'ambition pour avoir, et que nous, dans le monde des festivals, notamment chez nous, aux Petites Folies, ce qui nous habite, c'est justement d'aller chercher chez générations, de raccrocher d'autres générations, et de faire qu'on puisse partager cette ambition commune. Parce que le bien vivre ensemble, c'est pas juste dans l'entre-soi, c'est s'ouvrir aussi aux autres, et je pense que les festivals permettent ça.